Oui, j'espère que c'était pas trop lent. En tous les cas, c'est un bon support pour lancer le débat. C'est un document qui fait une approche beaucoup plus sur l'aspect risque au niveau de la santé. On parle un peu d'environnement, mais ce soir tout est ouvert. C'est vrai qu'on a ici Monsieur Jacquemart, je crois, qui pourra répondre à toutes les questions les plus techniques et scientifiques qui soient, et les problématiques de façon générale. Alors, qui veut lancer le débat? Je vais peut-être le faire pour lancer un peu les échanges. Effectivement, je pense qu'il faut commencer par les échanges. Ce film était un petit peu long et donc on voudrait quand même pas frustrer l'assistance et permettre de poser des questions. Ce qui est très caractéristique dans ce film, c'est cette escalade, cette fuite en avant technologique. C'est-à-dire qu'on a des pratiques agricoles qui simplifient considérablement les écosystèmes agricoles. Et lorsqu'on fait des grandes monocultures avec des variétés qui sont totalement standardisées, eh bien, on cultive en même temps les parasites qui sont adaptés à ce type de culture, ce qui ne se produit pas lorsque vous avez une variété qui est mise en culture. Ensuite, on crée un écosystème favorable pour un virus qui finit toujours par arriver. Même s'il n'est pas adapté d'emblée, les virus ont une capacité de mutation et de transformation qui est considérable. Et donc, si on leur offre une possibilité de se développer, avec des grandes populations qui sont uniformes génétiquement, eh bien, il arrivera. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retourne vers la biotechnologie pour trouver une solution, et ainsi de suite. Et on s'imagine qu'on va toujours trouver des solutions aux problèmes que l'on a créés. Le problème, c'est qu'on crée de plus en plus de ces problèmes. Il y a une histoire que j'aime bien parce qu'elle est vraiment très caractéristique de cette situation, c'est la chrysomèle du maïs. Chrysomèle du maïs, c'est un coléoptère dont les larves viennent manger le maïs, les racines du maïs. Et c'est un gros problème aux États-Unis, mais pas au Mexique. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que le maïs mexicain cohabite avec la chrysomèle? Eh bien, en fait, quand les Américains ont fait une sélection sur très peu de caractères, et ils ont perdu un des caractères du maïs, qui est que quand il est attaqué par la larve de chrysomèle, il envoie un produit chimique dans la terre qui appelle des nématodes, c'est-à-dire des vers, qui viennent manger la larve parasite. Alors, quand on a fait de la sélection, comme on le fait, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est que le grain soit ça et ça, c'est-à-dire très très peu de caractères, et qu'on fait des clones, tous pareils, on va perdre ces caractères génétiques. Et la solution, on fait un OGM pour tuer la chrysomèle. Enfin, voilà. On est dans une espèce d'escalade de la violence complètement absurde. C'est donc vraiment à la base qu'il faut reprendre le problème. C'est vraiment une nécessité de réintroduire une diversité qui a été perdue par ces différentes pratiques. Et c'est d'autant plus fondamental que nous sommes confrontés à des changements très profonds, changements climatiques qui commencent à en voir les signes, et on sait qu'on n'a pas fini d'en voir les signes, changements dans les écosystèmes du fait de ce changement climatique, mais aussi du fait de la perte très importante de la biodiversité naturelle, puisqu'on estime qu'on aura perdu la moitié des espèces en 2050. La moitié des espèces vivantes sera perdue en 2050. Vous voyez que c'est pas histoire de génération future, on y est. Et que donc, pour faire face à ces changements, dont les conséquences sont imprévisibles, nous ne sommes absolument pas capables, effectivement, d'effectuer de telles prédictions. Eh bien, la seule solution rationnelle est, au contraire, d'augmenter la diversité des plantes cultivées, puisque la nourriture, c'est tout de même quelque chose d'essentiel, et on ne peut pas jouer
avec la sécurité alimentaire, comme on le fait actuellement pour le profil multinational. Donc vous voyez, il y a effectivement de grosses incertitudes sanitaires et très souvent on limite le dossier à ces incertitudes, mais le problème est vraiment très profond. C'est une question de sécurité alimentaire pour l'avenir, c'est une question aussi d'indépendance alimentaire. Peut-on mettre la politique alimentaire entre les mains de 5 multinationales? Ceci est un problème politique grave. C'est un problème social. Le grand intérêt des organismes génétiquement modifiés n'est pas tellement d'augmenter les rendements. Moi, je ne connais pas tellement qui augmentent les rendements. Par contre, ils permettent de diminuer la main-d'œuvre. Et on l'a bien vu dans les pays où on cultive, par exemple, le soja OGM, où on a créé ces déserts verts en Amérique latine. On a créé un désastre écologique, mais aussi humain, puisque l'ensemble des travailleurs qui vivaient des cultures vivrières, autrefois, se sont trouvés chassés de leurs terres et mis dans des bidonvilles, où eh bien, on leur envoie d'ailleurs cyniquement du soja pour se nourrir. C'est le programme Soja Solidarité de Monsanto. Donc on a, avec l'introduction de ces technologies qui ont l'air très brillantes, parce que c'est vrai que ça a un côté un peu magique, encore que quand on regarde de près, c'est du gros bidouillage, et ça on pourra en reparler si vous le voulez. Mais c'est vraiment un problème de société, et qui dépasse largement les débats qui sont contraints justement par les grandes firmes technologiques qui veulent qu'on reste dans un débat strictement technique, et d'ailleurs qui interdisent aux politiques de prendre des décisions politiques qui soient basées sur autre chose que des arguments strictement techniques. Ce qui se passe par exemple en France, le gouvernement veut interdire le maïs MON 810. Il est obligé de se baser sur des arguments techniques, alors que ce n'est pas du tout cela qu'il développe. Il veut les interdire parce que d'abord, introduire le maïs MON 810, ça voudrait dire un renchérissement des denrées alimentaires. Et en période de crise, je ne sais pas pourquoi, mais le gouvernement n'en a pas vraiment envie. Tout simplement parce que si vous introduisez le maïs MON 810, il va falloir, pour protéger les productions non OGM, installer des filières qui soient différenciées, ça veut dire que des usines qui sont différenciées, des contrôles, etc. Donc vous renchérissez inutilement des produits alimentaires. Eh bien cet argument-là, vous n'avez pas le droit au niveau international, pour un gouvernement comme la France, de le mettre en avant. Voilà. Je voudrais encore une fois limiter à l'échange. Moi je pourrais vous en parler pendant des heures parce que c'est un dossier absolument énorme et extrêmement important pour notre avenir, mais il faut quand même voilà, que je ne sois pas seul à parler dans cette séance. On va d'abord essayer de les initier complètement impliqués. On va d'abord essayer de voir, est-ce qu'il y a dans la salle là des personnes qui ont des questions à poser. Il faut que il faut que ça soit interactif, hein, et de profiter de la présence de... Allez-y, madame. Bon. Voilà.
Donc sur l'état des lieux en Nouvelle-Calédonie, on part quand même d'une situation qui est particulièrement satisfaisante. Déjà, le maïs, il n'y a pas de raison de cultiver actuellement des maïs transgéniques en Nouvelle-Calédonie. Donc ça m'étonnerait que sans raison, un agriculteur aille dépenser de l'argent pour acheter des semences et s'engager dans un contrat, parce que vous signez un contrat quand vous achetez ces semences transgéniques, pour rien du tout. Hein. Donc là-dessus, bon, bah, peut-être qu'il y a eu des gens qui ont été tentés pour faire un essai, mais ça doit être quelque chose de tout à fait négligeable. Je parle sous le contrôle de l'association Stop OGM Pacifique, qui connaît quand même beaucoup mieux que moi la situation locale. Ça veut dire au niveau des animaux, et ça c'est un atout fantastique de la Nouvelle-Calédonie, parce que partout les animaux sont nourris avec des OGM, sauf évidemment les labels qui sont spécifiés, comme le label bio ou des AOC qui ont dans leur cahier des charges le non-OGM. Ici en Nouvelle-Calédonie, du fait de la crevette qui se vend au Japon, les Japonais n'aiment pas du tout les OGM. Et donc les fournisseurs d'aliments ont dit rien ne sera OGM parce que ça coûte beaucoup plus cher d'avoir deux filières que d'en avoir qu'une seule. Donc la crevette nous a vraiment protégés, vous a vraiment protégé des aliments OGM dans les animaux. Donc on est dans une situation qui est particulièrement favorable. Bien sûr, il peut y avoir des contaminations. On a vu, il y a des papayes qui viennent d'Hawaï. Eh bien, elles ont peut-être été introduites ici par des gens qui en ont acheté et qui les ont rapportées. Ou peut-être qu'il y a eu des essais. On a du mal à le savoir. Mais bon, par rapport à des tas d'autres pays du monde, on est dans des conditions qui sont particulièrement favorables ici. Maintenant, quant à ce que vous trouvez comme nourriture sur les étals des marchands, eh bien là, c'est l'inconnu. Parce qu'actuellement, vous n'avez aucune réglementation, et c'est bien pourquoi actuellement, c'est la raison de ma présence ici, et c'est la raison de cette réunion également, il y a un projet de législation sur les OGM. Afin que tout ce qui est OGM soit étiqueté. Ainsi, vous pourrez faire vos courses en connaissance de cause. Actuellement, on ne peut même pas vous faire un état des lieux, puisque, comme rien n'est obligatoire, évidemment, rien n'est étiqueté, et personne ne sait ce que contiennent en OGM les aliments qui sont exposés. Il est donc très important, ne serait-ce que pour cela, de légiférer sur la question. L'autre raison aussi, eh bien, c'est qu'il est urgent de légiférer pour contrôler les graines. Ça, c'est fondamental, parce que si vous semez, là, vous créez des problèmes qui sont très difficilement réversibles. Actuellement, nous pouvons profiter d'une situation qui permet de préserver, en tout cas, l'agriculture néo-calédonienne, qui a cet avantage considérable de pouvoir faire des produits sans OGM, sans surcoût, puisqu'il n'y a pas de coexistence. Alors que dans beaucoup de pays, il y a des filières avec OGM, mais elles ont un surcoût puisque ces filières doivent se protéger des contaminations et certifier leur état non OGM. Voyez, donc on a vraiment un avantage fantastique, il ne faut pas le laisser passer, et c'est pour ça qu'on a absolument besoin d'une législation maintenant. Madame, vous savez, à l'heure actuelle, pour avoir des bananes tout à fait naturelles, ils ont tous trempé dans ces bains. Alors, qu'est-ce que c'est ce genre de bain? Et qu'est-ce que c'est ce truc de gaz, qu'on gaze les bananes? Alors, pour les gaz, c'est un gaz qui, si vous voulez, ça doit être de l'éthylène, si mes souvenirs sont bons, c'est un gaz qui permet de mûrir les bananes. C'est-à-dire, vous les cueillez vertes, et vous les faites mûrir avec un gaz qui est le gaz qui est produit naturellement par les cellules des fruits pour mûrir. Hein. Quant au bain, je ne saurais pas vous dire ce que c'est du tout. Ça, je suis pas franchement techniquement un technicien de la banane. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre.
Mais là, si vous avez des bananes bio, par exemple, eh bien, les bananes bio, vous savez qu'elles peuvent pas être trempées dans des pesticides, parce que ça, il y a un cahier des charges très strict sur l'agriculture biologique. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que le bain des bananes? Oui, apparemment, il y a une personne là, qui sait de quoi il s'agit. Moi aussi, je sais de quoi il s'agit. J'étais gérant de l'une des plus grandes bananeries de Nouvelle-Calédonie pendant 2 ans. Donc, je vous laisse répondre. Ah bon. Donc, ces bains, simplement, il y a plusieurs techniques pour faire mûrir les bananes. De toute façon, des bananes, lorsque vous prenez une main de banane et vous les voyez tout jaunes en même temps de la même couleur, elles ont été mûries artificiellement. Il y a plusieurs techniques. Il y a bien sûr le gaz. Ce bain dans lequel est trempé, donc c'est une hormone qui sert notamment au déclenchement de la floraison de l'ananas et qui est utilisé ici comme bain. On trempe les mains dedans et on le met dans des chambres froides. On maintient la chambre froide à une température assez basse, je crois qu'inférieure à 16, parce que je vous dis ça fait plus de 20 ans, inférieure à 16 degrés. Et lorsqu'on passe de 16 à 18 degrés, en 24 heures ou 48 heures, les bananes se mûrissent tous en même temps. Alors maintenant, la nocivité de ce bain, de cette hormone de fluorescence qui est mis, je suis incapable de vous répondre. On va peut-être prendre une autre question. C'est tout un débat. On va peut-être voir la question qui vient d'ici, là. Oui, bonsoir. On n'a pas encore détaillé le projet de réglementation. J'ai pu en lire un résumé ce matin, donc il comprend principalement des interdictions, ce que je trouve très bien. Par contre, j'aurais aimé poser une question sur l'alternative aux évolutions que les OGM permettaient, c'est-à-dire d'adapter les plantes à certaines conditions différentes ou à des nouveaux virus. Et cette alternative, c'est d'utiliser des espèces naturelles hybridées avec les plants cultivés. Donc je voulais savoir si en Nouvelle-Calédonie, on avait commencé à créer une banque de données d'espèces naturelles pour se préparer éventuellement donc au changement climatique ou à des invasions de bactéries ou virus éventuels. Là, ça déborde un peu le cadre du sujet ici. Je sais que nous avons rencontré la Chambre d'agriculture qui effectivement travaille dans ce type d'optique et travaille également dans une optique d'agroécologie. Je crois que là, il y a eu une prise de conscience qui a été tout à fait remarquable. Et l'échec de cette agriculture intensivement industrielle a été pris en compte. Mais je ne pourrais pas vous en dire plus sur cette question. Madame, allez-y. Ma question va peut-être vous paraître naïve, mais j'ai eu du mal à entendre correctement les propos tenus dans le film, donc je vous pose la question, aussi naïve soit-elle. Est-ce que la contamination on va dire des plantes naturelles d'un pays sont systématiquement ou peuvent être systématiquement contaminés par des organismes OGM, et est-ce que c'est scientifiquement prouvé? Écoutez, là, si vous avez des contaminations, c'est que vous avez une espèce compatible. Par exemple, si vous avez du maïs en Europe, eh bien, il n'y a pas de plantes sauvages qui puissent se croiser avec. Par contre, si vous avez du colza, oui. Donc c'est vraiment une réponse au cas par cas. Ça dépend si vous avez des espèces sauvages qui sont sexuellement compatibles avec la plante OGM. Allez-y, monsieur. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous approcher d'un micro? Oui, bonsoir Monsieur Jacquemart, puisque vous êtes président d'Info OGM en France, est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la situation actuelle en France
de la réglementation dans la mesure où, semble-t-il, Monsanto a gagné 2 procès au Conseil d'État. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a eu 2 moratoires pour interdire le seul OGM autorisé en Europe, qui est le Mont 810. Donc il reste autorisé de toute façon en Europe, mais la France a dit non, ainsi qu'un certain nombre d'autres pays européens qui l'ont interdit. Encore une fois, pour pouvoir prendre ce moratoire, la législation européenne exige un certain cadre et qui est strictement technique, c'est-à-dire qu'il faut avoir démontré un risque majeur pour la santé ou l'environnement. Alors, comme les techniques d'évaluation ne permettent pas de toute façon d'apporter ce type de réponse, c'est très pratique. C'est-à-dire qu'on dit, vous avez le droit de faire quelque chose, mais vous ne pouvez pas le faire. C'est formidable. Et encore une fois, les véritables raisons de cette interdiction, elles sont socio-économiques, et ça, vous n'avez pas le droit, non seulement face à la législation européenne, mais aussi devant l'OMC, c'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce. Si vous utilisez de tels arguments qui ne sont pas basés sur des publications scientifiques au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, vous êtes condamné pour entrave au commerce, ce qui coûte extrêmement cher. Donc on est dans une situation où effectivement les politiques ne peuvent plus jouer leur rôle correctement. Alors ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais il y a une entrave à l'expression de la politique des pays, pas seulement en Europe. Et c'est quand même extrêmement grave. Surtout lorsqu'on sait que une grande partie au moins... déjà, l'évaluation des OGM a été décidée par Monsanto. Ça paraît curieux, mais la première fois que ils ont voulu mettre un OGM sur le marché, ils se sont dit « oulala, ça va pas plaire ». Donc il nous faut la caution de l'État. Ils sont allés voir Reagan, tout ça, on a les documents, c'est tout à fait documenté, et j'ai publié d'ailleurs les références de tout cela. Ils sont allés voir Reagan en disant il faut réglementer, ce qui est assez bizarre, parce que Reagan déréglementait tout, et on lui demande de réglementer les OGM. Alors, ils ont dit oui, bien sûr, mais bien sûr, il fallait pas faire une véritable évaluation, parce que ça c'était ennuyeux, donc c'est quand même une pseudo-évaluation qui a été mise en place. Et j'ai montré dans une publication qui est d'ailleurs distribuée par Stop OGM Pacifique sur l'évaluation des OGM, qu'au moins une partie de cette évaluation a directement été écrite par les groupes agroalimentaires, basée sur des publications scientifiques écrites par des salariés de Monsanto. Donc ils ont décidé de l'évaluation, c'est eux qui l'ont écrite, pour leur propre usage, et quand on a un dossier d'évaluation des OGM, il est fourni par la firme elle-même. On s'imagine que c'est les experts qui font les expériences, mais pas du tout. Monsanto fait tout, enfin Monsanto, Bayer ou autre chose, et il donne un dossier à l'évaluation. C'est tout. Voilà. Donc on est dans une situation totalement biaisée et vous n'avez absolument aucune liberté politique. Alors actuellement, effectivement, ce moratoire est tombé, ça fait 2 fois. L'État français n'a pas très envie de prendre un 3e moratoire et on le comprend, mais enfin bon, il l'a promis pourtant, mais promesse pas forcément solide. Et je pense qu'il y a des négociations en cours pour obtenir en fait que les agriculteurs ne plantent pas ce maïs, mais je ne peux pas vous en dire plus. Oui, si j'ai bien compris, il y a donc une réglementation qui va être disponible d'ici peu sur le contenu d'OGM dans les aliments en Nouvelle-Calédonie. C'est bien ça que j'ai compris. Alors, je n'ai pas dit d'ici peu. D'ici peu, ce sont les politiques qui décident. Maintenant, si vous voulez, il y a eu d'abord un vœu du Comité consultatif de l'environnement qui a été suivi d'un texte qui a été adopté à l'unanimité à ce même Conseil consultatif de l'environnement. Ce texte est la base, est une proposition pour une base de législation.
Le texte vient d'être ou va être incessamment sous peu fourni aux politiques, et maintenant la balle est dans leur camp. Et là-dessus, je ne peux pas vous en dire plus. Nous n'avons plus de... c'est plus de notre parti, c'est maintenant aux politiques d'agir. Eh bien justement, puisqu'il y a M. Wamitan qui est avec nous, comment vous voyez les choses? Quelles appréciations vous avez pour que ce projet devienne un véritable instrument qui permette aux Calédoniens d'être informés sur la nature de ce qu'ils mangent aujourd'hui? Oui, à partir du travail qui a été réalisé au cours de cette année, depuis donc entre 2012 et 2013, comme le professeur l'a rappelé tout à l'heure, donc le comité consultatif de l'environnement a acté donc le résultat de tous ces travaux-là. Je crois qu'il y en a eu, je sais pas, peut-être ils ont eu une vingtaine ou une trentaine de réunions sur un an. Donc le comité consultatif a acté les résultats des travaux, c'était mardi. Voilà, donc mardi dernier. Et si je ne me trompe pas, mais je pense sous le couvert de M. Danglebert, donc un texte, enfin disons une proposition de réglementation donc a été arrêtée. Maintenant, ça va rentrer dans les tuyaux, donc dans les circuits, disons institutionnels, puisque à partir de là, donc le texte va être déposé au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et ensuite au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. C'est ensuite au tour soit du Congrès ou du gouvernement de retravailler le texte, le mettre en forme pour pouvoir être adopté. Voilà. Si ça vient du Congrès, c'est ce qu'on appelle une proposition de délibération. Si l'initiative émane du gouvernement, ce sera un projet de délibération. Voilà. Et après, ça rentre dans les circuits des commissions, et notamment la commission de l'agriculture. Voilà, et puis si le texte est prêt, ils viennent en séance plénière du Congrès, et soit qu'il est adopté, ou alors il est rejeté. Après, le problème au niveau des groupes politiques qui sont ici au Congrès, tous les débats vont se faire autour du bien fondé, de mettre en place une réglementation. Donc, comme vous savez, à ce moment-là, c'est les lobbies qui vont jouer. Voilà. Notamment les lobbies au niveau agricole, etc. Il y a les élections qui arrivent, il y en a qui vont dire peut-être qu'il faut attendre parce que bon, les élections, c'est pas trop, mai 2014, voilà. Tout ça, ça va jouer. Après, c'est plus l'aspect politique qui va jouer, à savoir si c'est le bon moment d'adopter ces textes ou il faut attendre encore. Voilà. Mais pour le moment, on en est là. Merci. Excusez. Voilà. Et en même temps, donc, M. Guérin, si on sent qu'il y a quelques difficultés, parce que j'entends bien que les tuyaux, et souvent les tuyaux sont très longs, pour arriver à obtenir le résultat, c'est est-ce qu'il est prévu de la part de Stop OGM Pacifique des initiatives qui permettraient de pousser, de bousculer, de faire avancer une question quand même qui est, je trouve, sérieuse, importante, décisive même. On est assez complexe comme question. Bon, nous, on représente une association, on représente la société civile. C'est déjà très très bien qu'on ait réussi à faire tout ce qu'on a fait déjà depuis plusieurs années. Bon, on s'est préoccupé de cette situation, on a travaillé dessus, on a interpellé les politiques, on a pu rédiger cette loi, la proposer, elle a été validée aujourd'hui par le CCE. Bon, on se réjouit qu'on a une écoute de la part des politiques. On a rencontré on essaie de rencontrer tous les acteurs concernés par cette réglementation. On discute. On essaie de répondre de les écouter, on essaie de répondre à leurs inquiétudes. Bien évidemment, nous, on souhaite la meilleure des lois au plus vite. Après, on fera tout ce qu'on pourrait faire pour que cette loi voie le jour au plus vite, avec aussi des moyens limités, parce qu'on n'est pas politique, on n'a pas, nous, le pouvoir de faire voter une loi.
On a une certaine confiance parce que on a été entendu et oui, on continuera d'interpeller, de sensibiliser, on reste à disposition de tous les groupes politiques pour répondre aux questions, pour réfléchir ensemble éventuellement à des modifications, des améliorations de la loi. Et puis oui, bien évidemment, on reste une association, on continuera avec nos membres à différentes actions. Là, on est en train de terminer une pétition qu'on va remettre ces prochains jours. Et puis, oui, bien évidemment, on se battra jusqu'au bout pour que cette loi voie le jour au plus vite. Oui, je vais faire une parenthèse et puis après, ça sera vous, madame. Simplement concernant la question que vous avez posée sur... Donc, vous avez le président qui vous a répondu, c'est quand même le président du Congrès. Donc, il ne peut pas engager les choses sans avoir porté le travail au groupe et avoir... Donc, c'est ce qui explique aussi sa réserve. En ce qui concerne sur le principe même de la proposition de réglementation, il y a eu des consultations, etc. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, en Calédonie, on va interdire quelque chose qui n'existe pas. Presque. Si ça existe, c'est par accident. Donc c'est quand même plus facile d'interdire quelque chose qui n'existe pas que d'interdire quelque chose si ça existait. Première chose. Deuxième chose, concernant il en a parlé le docteur, c'est qu'il y a quand même une partie économique du pays qui a intérêt que cette réglementation soit mise en place, notamment la production aquacole. Pourquoi? Pour eux, c'est plus facile d'exporter, si la Calédonie est reconnue comme pays non OGM, d'exporter leurs crevettes au Japon, où ils n'ont pas à justifier, n'auront pas à justifier ou faire des tests pour justifier, comme on a vu dans le film. Donc, le débat aura certainement lieu au Congrès. J'ai fait le tour un peu avec les groupes, parce que ceux qui ont validé le vœu au comité consultatif, ils sont quand même des représentants de la province sud, de la province nord, au moment où on a validé le vœu. Après, le débat, c'est plus complexe. Mais moi, je suis assez positif pour qu'une réglementation soit mise en place. C'est ce que je peux dire. Si c'est pour vous répondre à votre question. Et puis, alors les moyens, ben non, les moyens, je pense que le consommateur, d'abord aussi les consommateurs réagissent, parce qu'au moins les consommateurs, être informés, c'est quelque chose d'important pour eux. Vous avez une question, madame? Oui, bonsoir. On m'a parlé récemment du blé, donc ce qui concerne notre pain de tous les jours. On m'a dit que l'Australie, au début de l'année, venait de voter un accord comme quoi ils allaient attaquer des grandes semences de blé OGM en Australie. On m'a également dit que la Calédonie importait pratiquement presque 90% de son blé vient d'Australie. Donc ça veut dire que dans 4-5 ans, tout notre pain fabriqué en Calédonie sera à base de blé OGM. Donc ma question est à M. Wamitan. Est-ce qu'on a l'espoir un jour d'avoir une loi comme au Japon qui interdirait toute l'entrée d'OGM en Calédonie pour qu'on soit sûr de ne plus en manger? Parce qu'on peut planter nos salades, on peut planter nos tomates, mais on ne peut pas empêcher nos enfants à la cantine de manger du pain, on ne peut pas les empêcher de manger du maïs en boîte, on ne peut pas leur empêcher de manger de la viande importée. Donc aujourd'hui, je suis effrayée de savoir que dans 4-5 ans, tout le pain que je vais manger, il sera fait à base d'OGM. Donc, est-ce que c'est une utopie de penser qu'un jour la Calédonie pourrait voter une loi comme il a été voté au Japon? Non, je pense pas. Personnellement, je ne pense pas que ce soit une utopie de penser cela. Mais je pense que ça va plutôt demander du temps. Voilà, ça va demander du temps parce qu'on a déjà quand même un bon point de départ là, avec le texte qui a été travaillé depuis 1 an maintenant. Je pense que ça, il faut quand même le souligner et féliciter d'ailleurs au niveau du comité consultatif de l'environnement qui s'est autosaisi sur cette problématique-là. Et ils ont organisé le travail pendant toute cette année. Et d'après ce que m'a rapporté M. Danglebert, qui suit ça plus particulièrement ici au niveau du Congrès, ça n'a pas toujours été facile parce qu'il y en a qui sont pour, mais il y en a qui sont contre aussi. Hein, c'est pas comme partout. Hein, voilà. Mais ils sont arrivés quand même, puisque dans le
comité consultatif pour l'environnement, comme il a précisé tout à l'heure, il y a les provinces, il y a les représentants des provinces, du gouvernement, de la Nouvelle-Calédonie, etc., et tout le monde, les associations et tout ça. Donc ils sont arrivés déjà à ce texte-là. Maintenant, c'est au Congrès et au gouvernement donc de s'approprier ce texte, et à partir de là, donc voir s'il faut interdire ou ne pas interdire. Parce que pour le moment, bon, ça reste, c'est pas que ça reste flou, mais il y a encore beaucoup de questionnements. Enfin, moi je dis ça, c'est parce que tout à l'heure, dans mes propos liminaires, j'ai rappelé les discussions qui reviennent à chaque fois sur l'OGM. Mais ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Mais on arrive à la discussion un peu à partir de rien. C'est parce que bon, on entend comment les gens dire ceci ou dire cela. Ils arrivent, ils disent oh là, moi j'ai lu ça, voilà. Quand vous dites là ce que vous dites là, ben, moi je sais pas, mais peut-être que c'est une réalité, mais c'est peut-être pas tout à fait la réalité, j'en sais trop rien. Donc voilà, donc on en discute. Mais maintenant, il y a un texte qui est là. Il y a un texte, maintenant peut-être ça demande à être, à être approfondi, ça demande peut-être à passer à d'autres expertises, je sais pas, de façon à ce que, au moment où les élus qui dessinent, vont s'en saisir, et puis pour qu'ils puissent être vraiment éclairés, pour ensuite poser les interdictions là où il faut. Voilà, c'est pour ça, enfin je reste un peu flou, mais voilà, c'est ça, je ne peux pas dire, au moment, au stade où on est là, je ne peux pas vous dire s'il faut interdire ou pas interdire. Je voudrais reprendre, attendez, parce que là je confirme tout à fait les informations de madame. Le gros problème, effectivement, le blé australien, c'est un gros problème. Ce n'est pas une nouveauté. Le blé transgénique, il a été lancé aux États-Unis, au Canada. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Italiens, qui étaient un très gros marché, parce que les Italiens, alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'ils consomment comme pâte, c'est quelque chose d'absolument monstrueux, et ça se fait avec du blé. Et ils ont dit, ben nous, nos pâtes, elles ne seront pas transgéniques, et si on veut, on n'achètera pas le blé génétiquement modifié. Ben, les Américains, ils ont arrêté leur programme. Il y a les lois, mais il y a les consommateurs. Donc faites savoir partout où vous n'en voulez pas. Et évidemment, la Calédonie n'est pas un énorme marché. Mais admettons que tout le Pacifique, maintenant, se dote d'une loi et exprime une volonté. Ça commence à peser. Et là, effectivement, je crois que les pays du Pacifique doivent communiquer entre eux et légiférer sur ces organismes génétiquement modifiés, parce qu'il y a une dépendance et une cohérence dans tous ces pays, et chacun peut conforter la volonté politique de l'autre. Ça s'est produit aussi pour les pommes de terre. Il y a eu des pommes de terre génétiquement modifiées qui étaient prêtes à être commercialisées. Le plus grand producteur de pommes de terre congelées du monde, que je connais pas parce que j'achète pas de congelés, mais tout le monde le connaît, il a dit moi je veux pas me retrouver avec un problème avec mes consommateurs, j'en veux pas. Comme la pomme de terre a jamais été mise sur le marché. Il faut voir qu'on vote avec son porte-monnaie beaucoup plus efficacement qu'avec un bulletin de vote. Oui, pardon, bonsoir. J'avais une remarque et une question concernant donc le projet de texte de loi qui est sur le point d'être étudié et tout ça. Parallèlement à cela, est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas une réglementation, enfin réfléchir à une réglementation concernant les semences parce que en Calédonie, il y a énormément de semences qui sont en fait importées. Et ça pose quelque part des risques sanitaires. On a eu l'exemple très récemment avec le mildiou sur la pomme de terre qui avait disparu depuis plus de 30 ans et qui est revenu par la faute de semences importées. Donc voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Pour ce qui concerne l'aspect génétiquement modifié des semences, c'est prévu dans le texte qui est proposé. Le texte propose l'interdiction des semences génétiquement modifiées. Parce que ça, c'est fondamental, je veux dire, parce que voilà.
d'une production locale de semences? Alors ça c'est un enjeu qui n'est pas spécifique à ici. Il y a eu un abandon un peu des pratiques de la production de semences locales. Quand vous produisez des semences locales, elles sont adaptées au terroir et donc elles n'ont pas besoin d'être sous perfusion parce qu'elles sont adaptées aux conditions qui existent. Par contre, si vous produisez des semences qui sont destinées à couvrir la plus large aire géographique possible, alors elles ne sont pas adaptées à leur milieu, vous êtes obligé de les supplémenter, elles sont plus fragiles, vous êtes obligé d'apporter des intrants, des pesticides, de la nourriture, etc. Et puis vous entrez dans ce cycle dont on parlait d'escalade de problèmes. Donc pour beaucoup notamment d'associations paysannes, et j'utilise exprès le terme paysanne parce que c'est celui qui est au pays et qui a ses racines au pays, et c'est pas un exploitant agricole. Ces paysans maintenant développent des techniques de sélection massale et non plus clonale, c'est-à-dire on garde dans la sélection une diversité génétique qui est encore une fois essentielle, mais qui se fait avec des techniques modernes, parce qu'on ne peut pas revenir à une agriculture qui nourrissait 1 milliard d'hommes quand on est 8 milliards, enfin bientôt 8 milliards. Il faut évidemment améliorer ces techniques-là, et on a notamment en France quelques programmes qui démarrent de sélection participative où on a d'une part un mélange d'un savoir paysan de sélection, parce qu'il y a des choses comme ça qui se mesurent pas dans la capacité du paysan à sélectionner ses semences, et un savoir-faire également, parce que des semences c'est pas facile à produire, et puis en même temps l'apport de techniques de biologie moderne. Donc on a des programmes qui se font entre des paysans et des ingénieurs de l'INRA en France. Et bon, ça commence, mais je crois que ça va aller assez vite, parce que cette nécessité de réadapter les cultures à leur terroir est perçue par beaucoup. Alors la grosse difficulté, c'est que vous privez l'agro-industrie de son financement, puisque là, il n'y a rien à acheter, alors c'est catastrophique, quoi. Alors là, effectivement, vous avez des lobbyistes qui sont très très actifs pour empêcher ces solutions qui sont pourtant des solutions d'avenir. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions là? On a le temps encore pour 2 questions. Oui, madame, allez-y. Oui, bonsoir. Voilà, on sait qui se cache derrière Monsanto, des Rockefeller, Rothschild, tous ces multimilliardaires là qui veulent dominer le monde. Moi, j'aimerais savoir si la Calédonie arrivera un jour je suis profondément émue par ce que j'ai vu. Bientôt, ces pauvres gens ne pourront même plus cultiver leur faire des échanges de leur tarot. Si la Calédonie aussi arrivera à ce stade ultime où les Kanaks ne pourront plus échanger leur tubercule. Voilà. Alors, oui, ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et qui rejoint la question précédente. Car en effet, si vous mettez des brevets ou des certificats d'obtention végétale, alors vous ne pouvez plus commercialiser des semences paysannes. Ça se trouve être interdit par la loi, parce que la caractéristique propre d'une semence paysanne, c'est de ne pas être reproductible. Or, dans un brevet, évidemment, et même dans un COV, dans un certificat d'obtention végétale, votre variété doit être reproductible. Donc ça doit être idéalement un clone, évidemment. Là, le clone, c'est parfait, c'est les semences modernes. Et si vous avez fait de la sélection massale, vous ne reproduisez pas la même chose. Puisque ce n'est même pas une seule variété, c'est un mélange. C'est-à-dire que c'est une vraie variété au sens propre du terme. Et ça a des conséquences absolument hallucinantes. Je vais vous donner... Moi, j'ai été extrêmement frappé. Nous avons quelqu'un à InfoGM
qui fait un travail d'anthropologie sur justement ces questions de semences dans les pays en guerre. Et elle a fait toute une enquête sur l'Irak. Elle est allée en Irak enquêter avec les difficultés que vous imaginez et d'ailleurs les risques personnels qu'elle a pris. Et j'ai été extrêmement frappé par le travail qu'elle a rendu à l'université. Car en effet, l'Irak, c'est là où est née la culture du blé, de l'orge et des lentilles. C'est le croissant fertile. Et au Kurdistan, le Kurdistan avait une collection de plusieurs milliers de variétés de blé. Le Kurdistan était exportateur de blé. Et bien entendu, autosuffisant alimentairement. Quand les Américains sont arrivés pour sauver l'Irak, ils ont bombardé le centre le centre où sont préservées les semences. C'est-à-dire, ils ont bombardé les collections. Erreur de tir, officiellement. Il n'y avait aucun objectif militaire à proximité. Ensuite, ils ont imposé, puisqu'ils avaient le pouvoir, les certificats d'obtention végétaux. Les semences locales ne pouvaient donc plus être commercialisées. Il y a actuellement 5 variétés de blé cultivées au Kurdistan, au lieu de plusieurs milliers. 5 variétés qui toutes ont besoin d'intrants, parce qu'elles ne sont pas adaptées, c'est les variétés, 5 variétés américaines. Le Kurdistan importe le blé actuellement. Et ces choses-là, il faut comprendre l'impact que cela a. J'ai parlé tout à l'heure d'autonomie alimentaire et de pouvoir politique de ceux qui détiennent cette capacité de légiférer et de s'approprier le bien commun. Ce sont des sujets d'une gravité extrême. Oui, monsieur, allez-y. Oui, je voudrais savoir, le reportage date de 2007, je voudrais savoir quelle est la situation aujourd'hui, maintenant, à Hawaï, concernant les papayes et les taros. Ben, là, c'est quand même très difficile pour moi de vous répondre, parce que je n'ai pas de correspondant local. Est-ce que... Oui. On collabore avec une association à Hawaï qui lutte contre les OGM. Elle est toujours aussi dramatique et désastreuse. Le taro est toujours en essai, le café, bon, la papaye. Aujourd'hui, 80% des papayes hawaïennes sont OGM. Mais par contre, il y a une résistance très très active. On est en collaboration avec certains, mais ils n'ont pas beaucoup de temps à nous accorder. Ils sont tellement submergés par une lutte intense, mais la situation n'a guère évolué de façon positive. Aujourd'hui, on a à Hawaï 5000 expérimentations à ciel ouvert. Il faut plutôt se demander ce qui n'est pas OGM. Tout est OGM, nana, quoi, ou en essai ou en culture, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas essayé en OGM? Je profite d'avoir la parole, je voudrais apporter quelques précisions sur les 2 questions qui ont été précédemment posées. La dame qui parlait du blé en Australie, ben, on est extrêmement inquiet de cette situation. Donc, l'Australie va être le premier pays au monde à commercialiser du blé OGM. Les USA, le Canada ont reculé, craignant de perdre des parts de marché à l'exportation. Aujourd'hui, il y a seulement en Australie qu'il y a des essais de blé OGM. Je crois qu'il y a à peu près une vingtaine d'essais OGM répartis dans différentes zones en Australie, et la commercialisation est prévue pour 2015, dans 1 an et 2 mois. On se rassure, on aura notre loi OGM d'ici là en Nouvelle-Calédonie. 99,7% du blé consommé ici en Nouvelle-Calédonie est importé d'Australie. Donc inquiétude absolue. Donc on a
On a écrit à la consul d'Australie en Nouvelle-Calédonie, on a écrit à l'ambassade de France en Australie, et puis on est, faute de temps, on est assez limité, mais on suit la situation de très très près. Il y a des essais qui ont été détruits par des militants, mais seulement, je crois, 2 essais sur la vingtaine. Donc, on est extrêmement préoccupé. Moi, je voudrais aussi apporter un élément de réponse supplémentaire au monsieur qui parlait de la problématique des semences en Nouvelle-Calédonie. Elle est extrêmement inquiétante. Hormis les tubercules, manioc, taro, igname, toutes les semences sont importées. Il n'y a pas une semence de production locale. Et on est très très inquiet, surtout quand on voit aller dans les magasins du COS pour les professionnels de l'agriculture, regarder les paquets de semences et leur provenance, c'est inquiétant. Les semences maraîchères peuvent être importées de Chine, les semences de maïs d'Australie, et là où est notre grosse inquiétude, c'est que les semences de papaye sont importées d'Hawaï, et ce depuis plusieurs années. Donc là, on souhaiterait, même avant la loi, une mesure quasi immédiate, cesser ces importations de papaye d'Hawaï. Donc toutes ne sont pas OGM. 80% des papayes à Hawaï sont OGM, il y a différentes variétés. 20% ne le sont pas, mais des variétés non OGM, il y a beaucoup de contamination, et où on serait, je dirais que la situation n'est pas inquiétante au niveau des OGM en culture en Nouvelle-Calédonie, mais elle reste néanmoins sérieuse à cause de l'importation massive des semences, j'ai presque envie de dire, qui viennent des 4 coins du monde. Et au niveau des papayes, on est quasi certain, et je serais presque tenté d'enlever le quasi, on est certain qu'il y a eu des papayes OGM aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Donc on va, maintenant qu'on a fini de rédiger ce texte de loi, on va se préoccuper très très sérieusement de cette problématique de papaye. On va essayer de voir s'il y a eu OGM, où est-ce qu'elles sont, les localiser, c'est de contenir la contamination, c'est ce vers quoi on va ces prochains mois. Et je voudrais aussi apporter quelques précisions peut-être sur la situation des OGM dans la zone Pacifique. Donc les 2 grosses menaces au niveau OGM en production, c'est l'Australie et c'est Hawaï. Alors l'Australie nous inquiète au niveau des cultures, 2 grosses cultures OGM en Australie, le coton et le colza. 80% de la production coton et colza en Australie est OGM. Donc pour information, l'huile de colza canola, en anglais, l'huile de colza australienne est vendue sur le territoire. Et on est aussi inquiet au niveau des essais, parce qu'il y a beaucoup d'essais OGM. On discutait ce matin avec l'IAC, on parlait de la problématique banane Bunchy Top. Les Australiens ont mis au point une variété de bananes OGM qui résiste au Bunchy Top. Voilà, donc il y a 5 essais différents entre le Queensland et le Northern Territory. Donc voilà, des inquiétudes au niveau des essais. Je termine en Australie, canne à sucre, ananas, maïs. On a un lien qui présente une carte extrêmement complète d'une institution rattachée au gouvernement australien sur notre site internet qui présente tous les essais. Mais voilà, nos principales préoccupations au niveau des cultures OGM. Et dans la zone Pacifique, hélas, on a l'impression que les OGM arrivent avant les lois, quoi. C'est un petit peu le constat qu'on fait. Donc oui. Donc la situation de Wallis et Futuna et de Polynésie française, au niveau réglementation, elle est comparable à la Nouvelle-Calédonie. Aucune réglementation. Donc nous, on va se déplacer aussi, un des prochains dossiers qu'on va traiter. On veut une base de données, on veut de la visibilité. Il suffit pas demain d'une loi pour se protéger complètement des OGM en Nouvelle-Calédonie. Il faut qu'on sache où sont les OGM cultivés, où sont les essais dans la zone Pacifique. Et
Donc on envisage des déplacements et des collaborations très actives pour essayer de mettre en place cette base de données. La situation en Polynésie est même plus inquiétante qu'ici en Nouvelle-Calédonie, parce qu'ils sont à proximité d'Hawaï. Il y a beaucoup de collaboration au niveau agriculture entre Hawaï et la Polynésie. Les étudiants en agriculture en Polynésie vont faire des stages à Hawaï. Les ministres de l'agriculture se rencontrent, des projets de collaboration. Bon, après, nous, on est en contact avec une équipe en Polynésie qui font un petit peu les mêmes démarches que nous. Et aujourd'hui, à notre connaissance, OGM en culture dans les îles Pacifiques, on a eu écho de, il y a de la patate douce par exemple, OGM aux îles Salomon. On est inquiet sur des essais dans d'autres îles du Pacifique. Et au niveau réglementaire, législation, il y a pas grand chose. Apparemment, à part Tonga, qui a une loi sur les OGM. Je parle quand même au conditionnel parce qu'on n'a pas suffisamment creusé, mais le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune législation dans les différents États du Pacifique. Donc ça, c'est une des prochaines actions qu'on mènera. Voilà. Ok, dernière question, parce qu'il est 20h. Le président nous a fait l'honneur d'assister à toutes les réunions. Je peux vous dire que, vu l'emploi du temps journalier, on va quand même le libérer ensuite. Donc, dernière question, et après on fera un petit. Ok, allez-y. Oui, non, je vais être très bref. Je fais aussi partie de Stop OGM. On est aussi inquiet, mais bon, il y a quand même beaucoup d'espoir parmi les membres. On n'est pas tous aussi inquiets que Frédéric. Et en particulier pour maintenir la pression sur les politiques, je voudrais donner 2 informations. C'est qu'il y a une pétition qui est toujours à signer, soit en ligne, soit en papier. Et j'en profite d'avoir un petit peu d'auditoire pour donner rendez-vous sur la place du marché le 12 octobre pour une petite manifestation contre Monsanto. Voilà, ça rentre un petit peu dans la journée de manifestation contre Monsanto qu'on a déjà fait il y a quelques mois. Je vous remercie. Okay. On y sera toute la matinée. Voilà. Bon, je me permets, parce que tu es une jeune, il n'y a aucun jeune qui a posé une question depuis tout à l'heure. Alors, dernière question. Allez, vas-y. Bonsoir à tous. Oui, donc j'avais une question par rapport à Monsieur le Président de Stop OGM Pacifique. Vous parliez de contenir la contamination par rapport aux OGM qui sont importés en Calédonie. Déjà, comment comptez-vous contenir la contamination, puisque d'après ce que j'ai vu dans le petit film, ces tentatives n'ont pas été réussies à Hawaï. Et j'avais également une question pour Dr Jacquemart par rapport aux conséquences sur la santé des OGM, puisque on n'en a pas parlé jusqu'ici, et ça a été très vaguement énoncé dans ce film. Et oui, donc je sais, le temps presse, je suis vraiment désolée, mais brièvement, parce que donc d'après ce que j'ai compris, il y a un promoteur qui est dans les gènes que nous implantons je veux dire de façon biotechnologique, voilà, dans les fruits nouvellement, transgéniquement créés, et qui active des gènes silencieux qui pourraient provoquer des cancers. Donc ça, c'était pas très clair non plus, et j'aimerais bien avoir quelques éclaircissements là-dessus, s'il vous plaît. Je réponds très rapidement sur pour le problème des papayes OGM. Il n'y a qu'une solution, c'est la destruction. Il n'y a rien d'autre. Ou alors aux agriculteurs de proposer des solutions, mais il n'y a rien de plus léger que le pollen. Les oiseaux, les abeilles, les roussettes véhiculent le pollen, le vent. Donc pour limiter la contamination, il n'y a qu'une destruction, mais on collaborera de façon très étroite avec les institutions. Nous, la grosse difficulté, ça va être de localiser l'endroit. La Calédonie, c'est quand même assez grand. Vous achetez une papaye OGM à Nouméa, vous allez côte est pour le week-end, vous la mangez à Poniréouin, vous jetez les graines. 2 ans après, il y a 1000 pieds de papayers qui peuvent être contaminés à Poniréouin. Donc la tâche va être rude et complexe, mais on compte sur la collaboration des institutions, mais il n'y a que la destruction. Alors, c'est sympa de poser une telle question, donc quand il est 8h05 et que ça se termine à 8h, vous imaginez bien que là, je suis en difficulté.
je répondrai sur la santé, si vous voulez, que quand vous bidouillez le vivant à ce niveau-là, et en faisant n'importe quoi, vous avez vu comment on fait? On balance des billes de tungstène avec le plasmide artificiel, qui contient des bouts de machin, un bout de virus, un bout de bactérie, un bout de plante, voilà. Et on met tout ça en... C'est hallucinant, quoi, quand même. Et il y a des raisons pour dire, bah, écoutez, non, moi, j'ai pas envie d'être cobaye de ce truc-là, puis ça suffit. Quant à des raisons précises qui montreraient effectivement des effets pathogènes, je n'en connais aucun qui ait une validité scientifique suffisante pour pouvoir être considéré comme une démonstration. On a beaucoup de travaux qui ont l'air de converger en disant, ben voilà, il y a des problèmes, etc. Mais il ne faut pas tromper la population. Une telle étude est très difficile à mener, très coûteuse, en général beaucoup plus coûteuse que ce que peut faire le service public. Donc les seuls qui les font, ce sont les industriels eux-mêmes, et eux, ils trouvent jamais rien, c'est bizarre. Donc l'évaluation des OGM, c'est une vaste tromperie. Ça, il faut être clair là-dessus. Mais j'ai pas non plus envie de tromper les gens en disant il y a des publications qui montrent des effets avérés. Et en ce qui concerne l'effet de ce promoteur, ça restera une hypothèse si vous le voulez bien. Voilà, donc ça se termine. Simplement, je vais vous dire une simple chose par rapport à la réglementation pour conclure. La Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de réglementation. Donc ce que disait tout à l'heure le docteur Jacquemart, si en France ou en Europe on est obligé de prouver que techniquement c'est pas, pour pouvoir mettre une réglementation, c'est pas le cas en Nouvelle-Calédonie. Donc tout ça pour vous dire ici, la réglementation, elle se fera pas sur des arguments scientifiques, elle se fera sur la philosophie politique, la philosophie agricole que l'on veut mettre en place en Nouvelle-Calédonie. Je suis plutôt optimiste, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que déjà, s'il y a des semences qui sont rentrées en Nouvelle-Calédonie, elles l'ont été pas volontairement, ou en tous les cas pour faire du gros business. Il n'y a pas de grande... le maïs ici, on n'utilise pas des semences OGM. Bon, le seul argument qu'on a vis-à-vis de l'agriculture, c'est de dire, mais si un jour on en a besoin, comment on fera? Voilà. OK? Comment on fera si on a besoin des OGM pour économiquement exister, etc. Donc, moi, je suis assez optimiste sur ce point. Deuxième chose, ce travail qui sera déposé au Congrès, comme l'a dit le Président, il sera soumis au débat. Il y a plusieurs volets. Il y a le premier volet qui est l'information aux consommateurs. Et au niveau du comité consultatif, on est animé du principe de précaution. Par ce principe de précaution, on demande que, en tous les cas, pour répondre à madame, en tous les cas, dans les cantines ou les collectivités, enfin les cantines scolaires ou les collectivités, que l'on puisse apporter des aliments aux enfants qui ne soient pas OGM. Au moins, déjà, dans le principe de précaution. Alors, je ne vais pas parler de la réglementation, parce que de toute façon, vous aurez l'occasion de la revoir lorsque ça passera au Congrès. Voilà, c'était pour avoir une note plus optimiste que ce que j'ai pu un peu entendre ce soir. Je pense qu'on peut être optimiste. Ce que disait le Président par rapport au débat, par rapport aux élections, c'est pas tant que les élus ont peur de mettre le débat, c'est que c'est tellement complexe, ça peut partir dans tous les sens et on va pas maîtriser les choses. Voilà, c'est plutôt cet aspect-là qu'il faut voir. Je vous remercie, je laisse la parole, le dernier mot au Président et à notre invité. Bien, je voulais tout d'abord remercier l'assistance d'être venu écouter ici au Congrès le professeur Jacquemart et puis s'informer sur cette problématique-là. Merci professeur, merci à vous tous. En tout cas, en ce qui me concerne, moi je suis persuadé que les OGM posent problème quand même. Voilà, c'est pour ça que quand on a eu les premiers contacts avec l'association, tout de suite j'ai pris en considération leur démarche. On en parlait avec Jean-Louis d'Angleberme qui anime ici au Congrès le comité consultatif pour l'environnement. Donc ils sont revenus me voir il y a quelques semaines. J'ai tout mis en œuvre aussi pour pouvoir aider l'association de façon à ce que le professeur puisse venir de France
pour assister à ce comité consultatif et puis partager avec vous ces 2 heures depuis 18 heures. En tout cas, en ce qui me concerne, maintenant que le texte il est prêt, en tout cas au niveau des propositions des réglementations, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour pouvoir d'ici même avant les élections, si c'était possible, parce que bon, c'est un peu compliqué tout ça, de le faire étudier au fond et pourquoi pas faire voter ce corps de réglementation dans le cadre d'une proposition de délibération avant mai 2014. Mais en tout cas, merci à tous.